Quittant Marrakech, les voyageurs empruntent les routes du Grand Sud marocain. Il leur faut franchir les sommets du Haut Atlas, puis dépasser les derniers contreforts montagneux du Djebel Bani, avant de voir apparaître une nature plus désertique et les premiers cordons de dunes du Sahara. Abdou connaît la région comme sa poche. C'est l'homme de terrain d'une agence de voyage qui propose à ses clients de découvrir la magie du désert. Là, je suis en repérage pour chercher un emplacement de bivouac pour les gens qui font de la randonnée. Et je dois prendre le point GPS de l'emplacement de ce bivouac. Il y a pas mal de tour réparateurs qui font ce genre de choses au Maroc. Et il y a une concurrence vraiment très importante au Maroc. C'est pour cela que chaque fois, on est obligé de créer des nouveaux itinéraires, éviter de se croiser avec d'autres groupes. C'est vrai que le choix de cet emplacement ici, ça permet d'éloigner un peu des pistes et que les gens peuvent camper tranquillement dans le silence. Mais le désert réserve parfois quelques surprises. L'hiver, exceptionnellement pluvieux, a redonné vie à la cuvette de l'Iriki, un gigantesque lac depuis longtemps asséché. Avant d'arriver ici, je croyais que c'était des mirages, alors que c'est vrai que c'est de l'eau. Il y a des ancêtres qui disent que depuis 80 ans, qu'ils n'ont jamais vu le lac plein de cette façon-là. Donc c'est vraiment, c'est pas des mirages, c'est de l'eau. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois ça ici, quoi. Aux portes du Sahara, les surprises ne sont pas toutes les conséquences de conditions climatiques exceptionnelles. Face à une demande croissante pour découvrir le Grand Sud marocain, une quinzaine de tentes ont été dressées. À 2 heures de piste du premier village, un camp fixe a été installé par l'agence de voyage pour laquelle travaille Abdou. Un camp qu'il vient inspecter tous les mois. Ce bivouac de luxe permet à ses visiteurs de bénéficier d'un réel confort, tout en permettant une immersion dans le désert. Mais respecter l'environnement comme fonctionner en autosuffisance est ici quasi obligatoire. C'est notre rôle d'expliquer aux voyageurs comment il faut qu'ils fassent leur toilette en se limitant à un seau d'eau par personne, à la différence de chez eux où ils laissent ouvert le robinet en continu. L'utilisation du feu aussi, car nous ne disposons pas de bois dans le désert. Le bois que l'on utilise ici nous vient de l'extérieur,
Il n'est pas à nous. Nous devons donc y faire attention. Il faut que nous préservions ces ressources. Grâce à l'équipe locale, composée pour l'essentiel de berbères sédentarisés, au camp des dunes, on peut se faire une idée du désert, entre Trek et Méharé, au pas lent des dromadaires. Dans ce campement, le challenge est de concilier confort et environnement, accueil de touristes et respect de la nature. Mais le développement d'un tourisme responsable implique aussi une coopération avec les communautés locales. Si l'on souhaite organiser des circuits, planter des bivouacs, lancer une activité commerciale, on doit apporter une contribution à la communauté. Comment? Prenons l'exemple d'un village avec lequel nous sommes partenaires depuis 2 ans. On leur a proposé de créer une association afin de travailler ensemble. Notre première action s'est portée sur l'école. Nous avons acheté des cartables, des livres et des cahiers pour les petits et les plus grands, en fonction bien sûr de nos moyens. Les enfants d'un seul village ont pu en bénéficier, ce qui a d'ailleurs attiré une certaine jalousie des villages avoisinants. Mais nous avons des projets similaires, et nous allons les concrétiser aussi, si Dieu le veut. En mettant le cap à l'est, la dernière station importante pour les voyageurs en direction du sud est Mamid. C'est la dernière oasis avant le désert et la palmeraie qui abrite la vieille ville, étend sa fraîcheur sur près de 20 km. Situé tout près de la frontière algérienne, Mamid a toujours été un carrefour caravanier important et son souk du lundi reste un rendez-vous incontournable pour le commerce et les échanges. Mais aujourd'hui, l'essentiel des activités du village est tourné vers le tourisme. Hassan est sahraoui et fils de caravanier. Né ici, il a toujours vécu dans le désert. Le désert qui, comme il dit, lave l'âme et le corps. Le désert dont il veut faire découvrir la vie, l'histoire, les traditions, à l'occasion de rencontres parfois inattendues. C'est à cause de la pluie qu'on a eu, ça fait à peu près 4-5 jours.
Alors, toutes les nomades ils ont choisi de remonter plus vers l'Atlas, surtout pour le sol le plus dur. Parce que comme au sud de Hamada du Dra, il y a beaucoup de la boue. Et puis souvent, les chamelles elles sont enceintes. Alors, on profite de leur ramener tous les troupeaux plus au nord. À 2 heures de piste de Mamid, le massif dunaire de Chigaga est le plus imposant du Maroc, avec ses dunes d'une hauteur de près de 200 mètres. C'est la principale attraction de la région. C'était aussi pour Hassan un terrain d'exploration et de jeu extraordinaire lorsqu'il était enfant. Chigaga, lorsqu'on était enfant, nos parents nous interdisaient d'y aller. Ils nous répétaient tout le temps de ne pas aller à cette ergue. Pas seulement par respect pour ces dunes de sable, c'était surtout par peur qu'on s'y perde, en prenant telle dune ou telle autre, et en ne sachant pas en revenir. Du coup, nous, on devait rester près de nos tentes et de nos petits chameaux. Chigaga, c'est des dunes, ils ont plus que 45 km de long sur une vingtaine de large. Alors en chameau, il faut à peine 3-4 jours et en 4x4, il faut une journée. Alors comme vous voyez là-bas, tous les gens de Mamid, de Zagora, de Ouarzazate, ils ont venu planter des petits bivouacs. Il y en a 17 sur autour du massif dunaire de Chigaga. Et on le voit le campement d'ici? Ouais, on le voit juste à peu près 15 km. Ah, mais il est derrière la dune alors? Derrière le lac. Ah, derrière le lac. Ouais. Bon, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop arrivé. On n'est pas arrivé encore. Ouais, un petit peu, on va arriver bientôt. C'est toujours bientôt. Allez, yallah. Hassan a installé son campement de tente berbère un peu à l'écart de la dune principale. Quand il y convie ses visiteurs, il les accueille avec le pain traditionnel. Un pain cuit en l'absence de four, à même le sable et sous les braises d'un simple feu de camp. Hassan voudrait voir grandir sa région en évitant les risques de surexploitation touristique et de pollution. Pour nous, le Sahara, ça représente les jardins de Dieu. Le Sahara, c'est le sable, le soleil, les oasis, les sources, les chameaux. C'est tout. Pour nous, le Sahara, c'est... Comment dire? Je ne peux pas vous dire ce que représente le Sahara. Il faut y vivre, l'aimer et le respecter pour pouvoir l'appréhender à sa juste valeur. On va manger à l'intérieur. بسم الله بسم الله بك اهلا ود سيدي شكرا هكذاك On a c'est ça le tagine, légumes pour les citrons. Merci. Allez, bienvenue. Ah,
C'est bien. En quittant Mamid, le sud marocain s'étend entre reliefs arides et vallées florissantes en direction de la région de Ouarzazate. Véritable paradis pour les passionnés de grands espaces et de randonnée, et le lac du barrage Mansour et Dabi, devenu un plan d'eau très important pour l'observation de la riche avifaune de la région. Attends, regarde, oui. Ah oui, t'as raison, ouais. Incroyable. Tu les vois? Regarde. Tu les vois? Et ils sont deux. Il y en a un qui vient juste de plonger, là. Ah là, faut en profiter. Il n'y a pas de vent, c'est calme. Jean-Pierre, qui a installé ici sa maison d'hôte il y a une quinzaine d'années, partage avec son fils une nouvelle passion, l'ornithologie. Le lac et ses rives sont en effet le repère de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. Les cigognes, les hérons, les aigrettes, les sarcelles. Voilà, c'est super. Nous avions des clients qui venaient chez nous, et puis tous les matins on les voyait partir avec le pantalon de pêcheur, et puis ils revenaient le soir satisfaits. Et puis ils nous ont dit, vous savez, ici c'est le 3e spot au Maroc d'observation des oiseaux. Alors un matin, je me suis levé avec eux à 4h30, on est parti à 5h et on a vu des oiseaux extraordinaires, des canards cendrés, des oies, des flamants roses. On était étonnés qu'à notre porte, il y ait autant de belles choses à notre portée. Alors, pour faire découvrir aux touristes avides de nature la biodiversité de cette zone humide classée et protégée, Jean-Pierre a décidé d'offrir à certains des guides qu'il emploie une formation à l'ornithologie, en faisant appel à des membres de l'Office de protection des eaux et forêts. C'est bien la cigogne blanche, hein, la cigogne blanche. C'est cet oiseau qui est le plus dominant ici. Avec son bec rouge. Voilà, le long bec, les pattes rouges, le grand cou, Super. le plumage qui est blanc et noir. À cette période de l'année, les oiseaux regagnent leur zone de reproduction en Europe et en Asie. Par conséquent, leur nombre est plus faible. En fait, ils sont présents en plus grand nombre durant la période hivernale, c'est-à-dire lorsqu'ils fuient le froid sec d'Europe, vers les mois de novembre, décembre, janvier. Chercher une autre espèce. Vous savez maintenant reconnaître la cigogne, hein, c'est bon. La spatule blanche, elle, a un bec en forme de cuillère à l'extrémité. On peut la reconnaître facilement. Au-delà de la beauté naturelle de ses paysages et de sa faune, la région de Ouarzazate offre les plus belles et les plus fascinantes architectures berbères. Celle des Casbahs, ces habitations traditionnelles du Maghreb que l'on trouve ici par milliers, et surtout celle des Ksars, ces villages communautaires fortifiés, ces citadelles de terre rouge qui constituent les derniers vestiges d'un passé glorieux et un patrimoine architectural d'une valeur inestimable. Dominant la vallée sur un piton rocheux, Aïd Ben Haddou est sans doute la plus célèbre de ces citadelles. Le village aurait été construit au XIe siècle et est classé au patrimoine mondial de l'humanité.
Pour accéder à cette forteresse, Jean-Pierre doit, comme tous les touristes, franchir à dos de mulet une petite rivière. Dans la construction, la pierre sèche cède ici la place au pisé, un mélange de terre argileuse, d'eau et de paille. Mais lorsqu'il n'est pas entretenu, le pisé ne résiste pas aux fortes pluies ni à l'humidité. Il se désagrège et retourne alors à la terre. Bonjour Boussal, vous allez bien? Boussal est le gardien de ce temple. Avec son chef de chantier, cet ethnologue supervise sur le terrain les travaux de réhabilitation. Vous construisez en pisé? Mais c'est mieux. Je préfère ce qui est traditionnel. Pour sauver tant bien que mal ce patrimoine qui tente de survivre à l'érosion du temps, on utilise un savoir-faire ancestral conservé par quelques artisans locaux et des techniques de construction traditionnelles. La terre est tirée sur le site même de la construction, puis versée dans un coffrage, avant d'être répartie, puis compactée. Combien il faut de temps pour que le maître maçon achève une maison? Combien de temps? Ça dépend de la hauteur de la maison. Environ combien? Il faut compter au moins 2 mois de travail. Ah, 2 mois, quand même. Autrefois, l'Oxar, c'est-à-dire donc le village communautaire, était entouré d'une muraille. Et cette muraille donc était dégradée. Donc on a essayé de rendre la vie à cette enceinte-là. Et maintenant, donc, il n'y a pas après longtemps, 2 mois. Non, il n'y a pas même pas longtemps. Ouais. Ça fait maintenant 3 mois qu'on a commencé déjà les travaux. Donc, et vous voyez ça que change l'allure. Ça change l'allure. Il a déjà pris la forme. On retrouve l'ensemble du village. Oui, voilà. Donc c'est un peu les traces historiques, si vous voulez, un peu donc le périmètre historique du village. Respect des matériaux et des techniques, respect des formes, des textures, la restauration de Aïd Ben Haddou s'effectue avec exigence, jusque dans les moindres détails, comme les décorations et les motifs géométriques qui ornent les façades et les ouvertures. Pour ces sites-là, ils sont fragiles. Même si on essaie de les conserver et de les restaurer, il y a quand même une masse de touristes qui arrivent. Et cette masse aussi, bon, qu'elle participe en quelque sorte à la dégradation. Mais comment faire? Est-ce qu'on peut arrêter le tourisme? On peut, pour le patrimoine, il faut quand même trouver une synergie entre le patrimoine et l'arrivée des touristes. Et là, ce qu'on fait avec Ben Haddou, il illustre un peu cette idée-là. On essaye donc de définir tout un parcours touristique. Donc il y a des passages pour les touristes, on essaie de les renforcer, on essaie de renforcer toutes les structures des ruelles et puis tous les coins et les endroits qui sont fragiles, on essaie de les bloquer. Alors pour cela, on essaie aussi d'aller avec un peu ce tourisme-là, de l'accompagner et ça nous donne aussi des idées dans les travaux de conservation et dans les travaux de restauration. C'est en compagnie d'Ichou, un guide qu'il a lui-même formé et qui est originaire de la région, que Jean-Pierre aime emmener ses clients trekkers découvrir le Djebel Saro, un massif d'origine volcanique qui culmine à 2000 mètres d'altitude et aller à la rencontre des Haïdata, une tribu berbère du Haut Atlas. Assalamu alaikum.
Siadi, comment vas-tu? Ça va? Ça va? Tu vas bien? La santé, ça va? Ce sont les derniers bergers nomades de la région, les témoins d'une civilisation berbère encore épargnée par le modernisme. Comme chaque fois qu'il visite la famille d'Ahmed, Jean-Pierre respecte avec soin les règles de l'hospitalité et les traditions. Viens me voir, Mimoun. Je t'ai apporté quelque chose de Ouarzazate. Tiens, voilà du sucre. Est-ce que tu veux des oranges? Donne-en aussi à ta sœur, hein, pour le petit déjeuner. Mais ils ne sont plus très nombreux à mener cette vie rude et austère au cœur de ce désert minéral. C'est ici que je suis né et j'apprécie cette belle nature. Si l'on compare à autrefois, le nombre de nomades a beaucoup diminué parce que leur vie au quotidien est assez difficile. Avant, je connaissais beaucoup de nomades, mais les conditions de vie rudes les ont découragés. Et peu à peu, leur nombre a diminué. Je me souviens qu'il y avait environ 120 familles. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une vingtaine. Ça n'est pas beaucoup. Il n'y a pas d'école pour les enfants. Les jeunes partent vers Casablanca ou à l'étranger. Ils ne veulent plus travailler dans les mêmes conditions que les générations passées. Il faut que tu ailles nous chercher du bois. Allez, vas-y. Dépêche-toi. Je suis en train de te préparer du bon pain. Allez, va. Pour Ichou et Jean-Pierre, le désir est le même. Aller au-delà de la curiosité et de la découverte, essayer de faire naître le désir de mieux connaître de l'intérieur le quotidien de ces familles nomades. J'ai l'impression que le feu prend bien. On se croirait au hammam. Au hammam? Ajoute-y encore du bois pour attiser les flammes. Voilà, il va bien prendre. Attention que ce ne soit pas trop. Jean-Pierre va être incommodé. Ce n'est pas grave, il va se réchauffer un peu. C'est vrai qu'il fait froid. Vous avez raison, surtout le soir. Même le matin, il fait froid maintenant. Mais la vie des nomades est ainsi faite qu'il leur faut sans cesse s'installer, puis repartir, quitter après 1 ou 2 jours leur pâturage avec famille et troupeaux. C'est cette rencontre, parfois éphémère, ces moments simples, que Jean-Pierre veut privilégier et faire partager. On est sensible à ces nomades parce que d'abord on les connaît depuis très longtemps, on les aime, c'est nos amis, c'est notre famille, donc c'est un environnement déjà que l'on a envie de conserver, avec lesquels on a des liens qui sont très forts. Et pour garder ces liens, c'est évident qu'il faut respecter les gens. Et on les respecte, on fait en sorte qu'ils puissent avoir du travail. Parce que le respect, c'est la parole, c'est la manière de se comporter, la manière d'arriver, la manière d'être reçu. Mais c'est aussi un partage du gain que l'on a aussi.
C'est au début du mois de juin que commence pour Ahmed et sa famille la transhumance. Elle durera plusieurs semaines et leur permettra de rejoindre les pentes de l'Atlas. En quittant les montagnes du Djebel Saro, c'est après avoir franchi l'anti-Atlas, l'épine dorsale du Maroc qui sépare le Sahara des zones côtières, que l'on atteint l'océan Atlantique, qui limite à l'ouest le sud marocain. C'est à quelques kilomètres au sud d'Agadir, loin du tourisme de masse, de la destination plage et soleil du Maroc, que s'étend la région du Souss Massa, le long d'une côte sauvage dotée d'un patrimoine naturel exceptionnel et varié. C'est ici, sur une étroite bande de terre littorale, qu'a été créé le parc national du Souss Massa, devenu en quelques années un élément majeur pour la conservation d'animaux menacés dans toute la bande sahélo-saharienne. Comme les oryx, la plus grosse des antilopes des régions semi-désertiques du Sahara, dont les cornes peuvent dépasser 1 mètre de longueur. Comme tous les 15 jours, Mohamed, le directeur du parc, fait une tournée de surveillance et d'inspection. En cette période de reproduction, il est préoccupé par les prédateurs comme les renards et les chiens errants qui peuvent attaquer les antilopes et les gazelles du parc. Là, on est en train de voir un groupe de gazelles d'Orcas, à peu près une quinzaine d'individus avec quelques jeunes. Ces gazelles d'Orcas, ils sont réintroduits au parc national de Souss Massa depuis 1996-1997 dans un objectif de multiplication pour qu'on puisse avoir une pépinière d'animaux qu'on peut par la suite essayer de réintroduire dans les autres régions du Maroc. Dans le parc du Souss Massa, on peut aussi observer les plus gros oiseaux de la planète, les autruches. Mais une espèce d'autruche cantonnée au sud du Sahara, différente de celle qui évolue dans le sud de l'Afrique. On est en train de voir un groupe d'autruches à cou rouge. C'est une espèce menacée d'extinction. Les mâles ils sont en plumes noires, les femelles sont en couleur marron, gris, tacheté. Actuellement, c'est la fin de la saison de reproduction et ce sont des oiseaux donc, omnivores. Ils sont en train de chercher des graines ou d'autres éléments pour qu'ils puissent se nourrir. Mais les animaux ne sont pas seulement l'objet de sauvegarde et de réintroduction. Ils servent aussi à des programmes d'éducation à l'environnement et à une valorisation touristique du parc grâce à la création de circuits de découverte et d'observation pour les visiteurs. Mais le fleuron, l'oiseau emblématique du parc, c'est l'ibis chauve. Un petit échassier reconnaissable à sa tête dépourvue de plumes et toute ridée. L'ibis chauve est l'une des espèces d'oiseaux les plus menacées au monde et le parc constitue le dernier bastion de l'espèce à l'état sauvage avec un effectif de moins de 400 individus. Alors, la plus importante et l'unique colonie viable au niveau mondial est placée sous haute surveillance, surtout pendant la période de reproduction.
C'est sur ces falaises escarpées, hors d'atteinte des prédateurs éventuels, que les ibis construisent leur nid de façon très sommaire. Les poussins par nez, il y a deux avec deux poussins et l'autre avec un seul poussin. Deux poussins par nez. Il y a deux poussins par nez. Donc il y a 8 les poussins. Il y a des poussins. Les deux parents couvent alternativement les œufs pendant 4 semaines, puis 3 mois après la ponte, les jeunes pourront s'envoler. Alain s'est installé ici il y a un peu plus de 2 ans. Il a créé un lieu de vie en accord avec ses idées, vivre en lien avec la nature, en autonomie énergétique et alimentaire. C'est une petite structure de quelques tentes berbères qui limite au maximum les impacts sur l'environnement. Alain y développe un concept hôtelier original. Il ne veut pas seulement faire de l'écotourisme. Il veut être le premier hôtel 100% bio du Maroc. Je me suis installé ici parce qu'on est dans un parc national, avec l'idée que dans le temps, ça pourrait être préservé encore sur un certain nombre d'années, et d'installer un lieu de vie qui me plaît, comme je suis, voilà, qui traduise mes convictions à chaque instant, chaque jour. C'était ça l'idée de l'installation ici. Alors voilà, on est dans un parc national, je suis au bord de la mer, on entend la mer derrière moi. Et puis j'ai essayé de m'inviter dans ce paysage sans nuire ni aux hommes, ni à l'environnement. Et voilà, c'est ça l'idée de l'installation du Khaïma Hotel Biodécouverte. À quelques kilomètres du village de pêcheurs de Tifnit, Alain propose à ses clients des activités non polluantes, comme la plongée, la pêche ou la randonnée. Mais il y a surtout le surf, la passion d'Alain. Le surf qu'il enseigne à ses visiteurs et auquel il peut s'adonner sur des spots quasi inconnus et peu fréquentés même par les amateurs. Il y aura toujours une place pour cette forme de tourisme. Après, de là à se développer... Pareil, il ne faut pas trop que ça se développe, quoi. Il faut que ça reste à échelle humaine, il faut que, justement, pour des sites comme ça... Après, on n'est pas là en concurrence d'un tourisme de masse. Le tourisme de masse, il existera toujours tant qu'on sera dans des sociétés de conso. On a besoin d'aller vite, faire des circuits vite, avec des packages, des trucs pas chers. Voilà. Sauf que derrière tout ça, il faut aussi réfléchir à... quand on prend un billet d'avion, hôtel, tout compris, on ne va pas annoncer de prix, mais à prix défiant toute concurrence, il faut aussi se poser des questions sur d'où viennent les produits alimentaires, pourquoi on a des produits à si bas prix, parce que peut-être que les gens sont mal payés, parce que peut-être que c'est de l'intensif, peut-être aussi que les gens dans les structures hôtelières qui accueillent le tourisme de masse, et les gens sont mal payés. Enfin, il faut se poser aussi les questions.